Ça va? Ça va et toi? Tranquille? Tranquillement? Ça va. Voilà, le clap il est fait. Bongo cha cha cha, parlami del Sud America, quello che dicono laggiù. Donc moi c'est Lionel Hugonnier, j'ai 52 ans, je suis lyonnais d'origine et j'ai aujourd'hui une société qui s'appelle Mosaïque Création. Ouais. Et avant ça j'ai été donc comme tu sais sportif de haut niveau en équipe de France de judo et de jiu-jitsu jusqu'à l'âge de 30 ans. D'où est venue cette passion pour le judo? Alors écoute, c'est une passion qui est venue directement de mon papa puisque lui-même était un judoka. Ouais. J'ai commencé le judo à l'âge de 6 ans et à vrai dire c'était pas vraiment un choix vraiment défini, hein. J'ai suivi un peu les conseils autoritaires du papa. Ok. Et donc j'ai démarré ça très tôt. J'ai pas forcément kiffé dès le départ le judo. Ouais. Autour de moi tous mes petits copains faisaient du foot et Ah ouais, mais bien sûr, surtout à l'époque. voilà, donc tu vois j'étais pas super emballé. Ouais. Et puis après, j'ai commencé mes premières compétitions à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans. Et puis j'ai commencé à gagner vers 11-12 ans. Et là, après, tu prends le virus. Et après, c'est devenu une passion complète qui m'a mené jusqu'à une carrière pro jusqu'à l'âge de 30 ans. Et après à 30 ans, c'est là que tu as monté ton entreprise. Voilà, c'est ça. Donc à 30 ans, en 2003, j'ai donc pris ma retraite sportive. Ok. Et là, monté on a monté la première société avec 4 copains de l'équipe de France de judo. Et l'idée, c'était de créer la première boutique online de tout ce qui était revêtement, de tout pour la pratique d'arts martiaux, sport de combat, choses comme ça. Donc ça allait des kimonos, gants de boxe, tatami, ring, etc. Ah ouais. Voilà. Mais alors du coup ça c'était en quelle année ça? Donc ça, on a démarré la société en 2003, on a vraiment démarré à partir de 2004-2005. Ok. Avec des amis du judo. Voilà. C'était associé du coup avec des judokas, d'autres Voilà. judokas. D'autres judokas, ouais. Ok. Et donc ça a bien pris donc au départ ça. Au départ, ça a été un petit peu difficile, hein, je te cache pas, parce que c'était notre seul canal de distribution, c'était Internet. Ouais. Et je te parle d'une époque où les gens avaient peur de mettre leur numéro de carte sur Internet. C'était vraiment les prémices, Ouais, tu bien vois. fort, ouais. Donc au début, ouais, c'était calme, et puis après, ça a commencé à mieux marcher à partir de 2006, 2007, 2008. Là, ça a commencé à bien marcher. Ok, mais du coup, vu que toi tu es judoka à ce moment-là et que tous tes amis sont judoka, du coup, effectivement, vous pouvez récupérer tous les canaux de distribution, en tout cas des différents centres dans lesquels tout le monde était, non? Ouais, c'est ça. En fait, si tu veux, le truc, c'est que on arrivait à une trentaine d'années et tous nos copains de notre génération commençaient à prendre des places dans les clubs, dans les comités départementaux. Donc, effectivement, on avait un gros réseau. Bien Et sûr. ça nous a permis de se déployer quand même plus rapidement. Plus rapidement, ouais. Ok, et donc du coup, il t'a fallu combien de temps à peu près pour que ça parte et que du coup vous lanciez le chiffre d'affaires? Ça a vraiment, je te dis, ça a Au bout de 2 décollé ans à partir de 2-3 ans, ça a commencé vraiment à cartonner. Ouais. D'accord. Et donc du coup, il me semble que, comme je connais un petit peu ton parcours, Ouais. c'est au bout de 3 ans que la société était active, que Ouais. du coup tu es parti du coup à l'étranger. Ouais, c'est ça. À partir de 2006, je suis parti m'installer au Maroc, à Ok. Casablanca. J'y suis resté presque 5 ans au total. Ah ouais, c'est pas rien. Non, c'est une vraie expérience de vie qui m'a marqué pour toujours parce que j'en garde un souvenir jusqu'à la fin de mes jours. C'était ouais. une très très belle expérience. Le Maroc est resté. Et pourquoi le Maroc, sans indiscrétion? En fait, le Maroc, c'est parti d'une coïncidence, c'est que j'ai fait travailler un call center quand j'étais en France. Ok. Un call center qui était basé au Maroc, mais avec les bureaux parisiens. D'accord. Et j'ai été très satisfait de l'opération et de fil en aiguille, je me suis dit pourquoi pas aller créer un petit bureau, tu vois, où j'aurais des commerciaux qui appelleraient directement mes clients français. Ah ouais. Et donc j'ai fait plusieurs allers-retours au Maroc et puis en fait j'ai eu un coup de cœur pour ce pays. Comme je travaillais sur internet, finalement j'avais pas la nécessité d'être présent géographiquement sur ma zone de chalandise. Ouais, donc ça c'était super. Donc voilà, Une sorte de télétravail quoi. C'était du télétravail en quelque sorte. Voilà. Et donc du coup après là-bas tu t'es installé, donc du coup tu rentrais régulièrement en France ou? Ouais, je rentrais régulièrement, bien sûr, ouais. Alors la chance que j'ai eue, c'est que un de mes meilleurs amis du judo s'est installé la même semaine que moi au Maroc, à Casa. oui.
sans qu'on se soit concerté. Donc ça a été vraiment un coup de chance. Ah ouais. Et Ouais, donc on effectivement. a fait pratiquement ces 5 années ensemble, on vivait dans le même immeuble, tous nos copains venaient régulièrement nous voir. Ah ouais, Et, super. ouais, on a passé vraiment 5 années 5 belles d'insouciance. Pas mal de fêtes et Ah ouais, j'imagine, ouais. beaucoup de fou rire et beaucoup de bons moments. Ouais. Et du coup, t'as continué un petit peu le judo là-bas ou pas du tout? Ou t'as arrêté complètement? Non, à partir de 30 ans, c'est vrai que je suis passé d'un entraînement 2 fois par jour, Ouais. 5 jours par semaine pendant les 11 dernières années. Et j'avais envie de souffler. J'imagine, ouais. Je vais pas dire que le corps était fatigué parce que j'étais encore jeune, j'avais 30 ans, mais, Ouais. mais nerveusement j'avais envie de passer à autre chose. Et puis après, c'est vrai que quand tu montes une boîte, ça accapare quand même la bah majeure ouais. partie de ton temps. Bien Donc sûr. je me suis vraiment concentré sur le développement de l'activité et j'ai mis de côté la pratique du judo. Tu vas nous dire en tout cas le palmarès que t'as eu. Ouais. Mais c'est quand même ça qui est quand même super. Pour nous dire un petit peu comment ça s'est passé au départ. Donc du coup, t'as attaqué à 6 ans, c'est ça? Ouais, j'ai attaqué à 6 ans, j'ai commencé dans un petit club dans la région lyonnaise. Ok. À partir de l'adolescence, il a fallu partir dans le plus gros club lyonnais, D'accord. qui est le Judo Club du Rhône. Et donc là, à partir de là, j'ai commencé à faire toutes les compétitions cadets juniors. Ok. J'ai pas voulu faire sport-études parce que je voulais assurer vraiment un cursus scolaire au cas où le sport marcherait pas. D'accord. Donc je suis resté dans mon club et j'ai continué jusqu'à l'âge de 19 ans. Et à 19 ans, donc à mon époque, on faisait le service militaire et là, je suis parti au bataillon de Joinville, qui est un service militaire spécialisé pour en fait, pour tous les sportifs de haut niveau. D'accord. Donc en fait, ça t'évitait à l'époque de perdre un an à un âge qui est quand même important. Tu Ouais, vois, bien sûr, entre de- 19, ouais. 20, 21 ans. Ah, c'est trop important en plus à ce moment-là. Donc, C'est essentiel, tu peux pas perdre un an. Donc en fait, c'est un service militaire qui était aménagé. Tu faisais en gros 2 semaines de classe et puis ensuite tu t'entraînais toute la journée. ok. Et tous les sportifs que tu connais, Platini, Noah, enfin tout le Ouais. monde a fait le bataillon de Joinville. Ah oui, d'accord, ok. Donc Ça, c'est à Paris même. c'est à Fontainebleau Fontainebleau, ok. mais ça m'a permis d'accéder à l'INSEP. L'INSEP, c'est l'Institut National des Sports. D'accord. C'est un campus qui se trouve dans le bois de Vincennes et c'est là où toutes les équipes de France s'entraînent. Ouais, c'est l'usine à champions, quoi. Ouais, c'est une vraie usine à champions, c'est un complexe qui est splendide. C'est vraiment le haut de la pyramide du sport français. D'accord. Et à partir de là, ouais, si tu veux, ça m'a permis de m'entraîner avec les meilleurs Français les meilleurs Français faisaient partie des meilleurs mondiaux. Bien sûr. Donc à l'âge de 19 ans, je suis parti d'un entraînement 2 fois par semaine dans mon petit club de Lyon. Ouais. Au plus haut niveau Ouais, c'est plus la mondial, même. on va dire. Donc là, ouais, les 2 premières années, j'en ai chié. Pour faire le lien en fait entre Ouais. le judo et le jiu-jitsu, moi mon sport de base c'est le judo. D'accord. Comme je t'ai dit, donc j'ai démarré très tôt. Et à l'adolescence, moi j'étais passionné par les sports de combat pied-point, Ouais. particulièrement la boxe thaï. J'étais fou de ce sport. Mais j'avais pas le droit d'en faire. Voilà, moi, D'accord. c'était interdit par les parents, donc Ok. ils voulaient que je continue le judo. Donc je me suis entraîné de manière un petit peu informelle avec tous mes copains autour de moi qui eux-mêmes s'entraînaient dans des clubs. D'accord. Donc je me suis entraîné toute mon adolescence avec eux, plusieurs fois par semaine. J'avais un sac de frappe à la maison et donc si tu veux, j'ai vraiment développé les techniques qu'on appelle d'atemi, tu vois, pied-point. Ok. Et du coup, je vais pas te dire que j'avais un petit niveau en pied-point, mais je me débrouillais quand même. Je Ouais. me débrouillais bien. En tout cas, je m'entraînais tout le temps. Et à l'INSEP, un jour, donc je te parle de ça, c'est en 93. Avant l'entraînement de judo, je vois un entraînement de jiu-jitsu. Aujourd'hui, tout le monde connaît le jiu-jitsu, mais à l'époque, Bien sûr. moi, je connaissais pas. Pratiquement personne connaissait. Et je vois ces types en kimono qui mélangent judo, karaté, sport, combat au sol. Donc, tu vois, Ouais. quelque chose de très varié, Ouais, bien sûr. de beaucoup plus polyvalent que le judo. Et là, j'ai eu un coup de cœur et je me suis dit, mais c'est fait pour moi ce truc-là. Ah ouais. Tu vois, il y a le judo où je commençais déjà à avoir un bon niveau.
Et peu, en plus, je pouvais ouais. mélanger le sport combat que j'aimais. En fait, c'est l'ancêtre du MMA un peu. Ouais, c'est un peu lancé du MMA, ouais. Ouais. Ouais, absolument. Mais Tu d'ailleurs, mixes, les différents arts martiaux, quoi. mais d'ailleurs, les premiers UFC ont été gagnés par Gracie Ah qui oui. faisait du jiu-jitsu. Ok. Voilà, je savais les pas du 3 tout. premiers UFC, c'est un gars du jiu-jitsu qui a tout gagné. Waouh, d'accord, ok. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ça suffisait pas d'être un bon puncher. Dans le combat réel et total, Ouais. tu as besoin de maîtriser le corps à corps, tu as besoin de maîtriser le sol. Et Puis ce qu'on voit là, attends, c'est beaucoup de soumissions. À la fin, il y a beaucoup, les KO, tout ça, il y a quand même beaucoup en soumission, quoi. Ouais, tu as beaucoup de soumissions, tu as des étranglements, des clés de bras. Ouais, Et aujourd'hui, ça s'est tellement professionnalisé que bien sûr. tous les combattants, même si leur sport de prédilection c'est plutôt la boxe, C'est obligé. ils sont obligés de compenser ces défauts parce que voilà, si t'as pas travaillé ça, c'est très facile de soumettre quelqu'un qui n'a pas l'habitude. Eh ouais. Oui, en 2 secondes, c'est sûr que- Ouais, et c'est ce qui se passait sur les premiers UFC. Donc du D'accord. coup, voilà, je fais en parallèle entre 19 et 20 ans, je m'entraîne en parallèle entre le judo et le jiu-jitsu. Ouais. Arrivent les premiers tests de sélection parce qu'il y avait les championnats du monde de jiu-jitsu qui arrivaient en 94. Ok. Je passe les différents tests de sélection, ça se termine sur quelques combats qu'on appelait des tests match. Tout simplement, celui D'accord. qui gagne, il reste, jusqu'à aller à la finale. Et celui qui gagne, c'est celui qui est sélectionné pour les championnats du monde. D'accord. Donc je passe ces différentes sélections et je gagne mon ticket pour mes premiers championnats du monde en 94 à l'âge de 21 ans. Ah ouais. Qui se passait où là, cela? Ça, c'était en Italie. En Italie, ok. En Italie, alors pour la petite histoire, il y avait une anecdote assez drôle parce Ouais. que donc j'arrive en Italie, je suis en kimono avec l'équipe de France, je me prépare pour mon premier combat. Et Premier combat en Coupe du Monde pour toi à 21 ans. en championnat du monde à 21 ans. Ouais. Et le speaker annonce, tu sais, les combattants sur le Ouais. tatami, et j'entends Lionel Hugonier France, Mike Tyson USA. Je me dis merde, Ah ouais. Mike Tyson. Ah ouais. C'est moi, Il va m'en Mike mettre Tyson, une. c'est- Ah ouais, c'était bah oui. quelque chose, tu vois. Surtout à l'époque, là, on a quelle année là? Là, c'est 94. Ah ouais, donc pas d'internet, donc tu sais. Il n'y avait tu pas dis, d'internet, ouais, il n'y et avait pas le de mec, réseaux sociaux, donc Ah oui, oui, oui. t'as pas effectivement. l'information. Donc tu te dis, mais qu'est-ce qu'il Ah fout ouais, là? chaud, Je l'aurais su, mais en même temps, non, il n'y a pas de moyen de le savoir. Ah ouais. Donc là, bon, une petite montée en pression, hein, je vais pas te mentir. Ah ouais, c'est une super montée en pression là. Et là, je me mets en ordre de bataille tout de suite, tu vois, pour me dire, ok, bon, Mike Tyson, waouh, c'est chaud et tout, mais bon. De De toute façon, il faut y aller. donc Faut y aller. Donc je commence à m'organiser dans ma tête, tu vois, essayer d'aller tout de suite au corps à corps, essayer de le soumettre au sol, tant bien que mal, tu Ouais, vois, bien sûr, bien sûr, bien sûr. comme je peux. Et puis là, donc j'arrive sur le tapis quand même bien stressé, Tu et m'étonnes. je me retrouve en face de moi, Mike Tyson USA, mais c'était pas Mike Tyson. Ah d'accord. Et du coup, C'était un gars, un blanc, Ah ouais, d'accord, qui a rien à voir. et tout ça, qui avait rien Ah à ouais, voir, c'est ouf. c'était un homonyme. ah ouais. Et du coup, Le match est fait. ouais, j'ai gagné le premier tour assez facilement. Tous les tours se sont enchaînés et, Ah et oui. du coup, je termine la compète en gagnant. Sans trop de difficultés d'ailleurs, ça s'est bien passé. Si tu veux, j'avais des gens en face de moi qui maîtrisaient très bien le pied-point, mais au corps à corps qui était quand même qui Ouais. était très loin encore. Ah ouais. Moi, j'étais pratiquement au niveau aux portes de l'équipe de France à cet âge-là, donc déjà un excellent niveau en judo. Ouais. Donc dès que ça commençait à devenir compliqué pour moi au pied-point, je sautais dessus Ok, et au corps à corps. et j'enchaînais au sol. Donc si tu veux, cette valeur ajoutée que j'avais dans... C'est ce qui a fait que du coup, ta différence un petit peu. Voilà, ouais. Donc ça m'a permis quand même de gagner et de gagner assez facilement, on va Ouais. dire, le premier championnat du monde. Ah ouais. Ensuite, l'année d'après, il y a eu les championnats d'Europe de Jiu-Jitsu qui étaient en Grèce. Pareil, je fais 4 ou 5 combats, je sais plus, et je fais champion d'Europe, donc à Ah 22 ouais. ans. Waouh. Et l'année d'après, mes deuxièmes championnats du monde, cette fois-ci à Paris, à Coubertin, devant mon public. Et j'ai gagné également encore mon deuxième championnat du Magnifique. monde. Eh ben, Après, dis donc, d'accord, ouais. Parce que là, il n'y a pas de. Dans cette discipline-là, il n'y a pas de championnat olympique. non, Ok, malheureusement, il n'y avait pas les Jeux Olympiques en Jiu-Jitsu. Donc, moi, je continuais, comme je te disais, en parallèle, donc judo et Jiu-Jitsu. Ok. Donc, en m'entraînant toujours à l'INSEP. Ouais, tu pourras juste tout à l'heure nous expliquer en fait le jiu-jitsu. Ça vient à la base, ça vient d'où en fait à la base, c'est un dérivé du judo.
Ou- C'est l'inverse. À la base, Ah. le Jiu-Jitsu, c'est l'ancêtre des arts martiaux japonais. D'accord. Donc à partir du Jiu-Jitsu, tu as eu des différents maîtres japonais qui ont extrait certaines techniques pour créer le judo, pour créer le karaté, pour créer l'aïkido. Mais à la base, le D'accord. Jiu-Jitsu, ça englobe toutes ces techniques-là. Donc c'est vraiment la base, les racines des arts martiaux Des arts japonais. martiaux. Ok. Voilà. Ouais, ils ont- Et donc pour continuer le cursus, donc 94 champion du monde, 95 champion d'Europe, 96 champion du monde et 97 je fais champion de France première division en judo. Ah Donc oui. là, les entraîneurs nationaux me convoquent et en fait ils me laissent pas le choix. Ils me disent en gros c'est soit le jiu-jitsu soit le judo, mais tu peux pas continuer les deux. Parce que quand tu es champion de France, en tout cas quand tu es dans l'équipe de France, ensuite tu es pris en main dans le staff de l'équipe de France Ah ouais. et tu peux plus faire un autre sport. Bah, bien Tu sûr, vois, c'est mort. c'est vraiment une implication à part entière. Ouais. Le matin, il y avait la préparation physique, à peu près 1h30 chaque matin. Donc la préparation physique, ça va être du cardio ou de la muscule. Et l'après-midi, c'est 2h30 de combat. Donc à partir de là, j'arrête le jiu-jitsu Ouais. en 97 et je me consacre jusqu'à la fin de ma carrière en 2003 que à ma carrière sportive en judo. Mais alors attends, une question. À ce moment-là, il n'y avait pas David Douillet? Ma génération, sur les personnes qui sont connues, tu avais effectivement David Douillet et tu avais Jamel Bourras. D'accord, ok, ouais, bien qui sûr, est un je connais Lyonnais aussi. aussi et qui est bien connu. Ok. Qui était mes copains non seulement en équipe de France, mais en plus en club, puisque moi j'étais au Paris Saint-Germain Judo et David et Jamel étaient également au PSG. D'accord. Donc là, à 23 ans, t'es 2 fois médaillé champion du monde en jiu-jitsu, 1 fois champion d'Europe, Ouais, champion de France en judo ouais. Et Et- troisième à la Coupe du Monde. et 3e à la Coupe du Monde. C'est Eh ben, ça, dis donc. ouais. Ah ouais, c'est... Ouais. En judo, j'ai combattu en moins de 90 kg. Ouais. En jiu-jitsu, moins de 92 kg. Et donc en poids de forme, je tournais à 95-96. Waouh. Ah ouais. Ouais, t'étais déjà costaud là quand même. Ah, j'étais plus costaud que maintenant. ouais. Moi, j'ai perdu du poids, paradoxalement. Ah ouais, J'ai plein de copains qui ont grossi à la fin de leur carrière. Moi, j'ai perdu du poids là. Je dois être à 87-88. Ah ouais, ok. Et alors, l'histoire avec Teddy, c'est assez marrant parce que un jour, je vais m'entraîner par hasard. Tu vois, je vais retrouver des copains qui s'entraînaient au Racing Club de France à Paris. Ouais. Et là, je vois Teddy sur le tapis. Et je m'étais dit, bon, je vais faire quelques combats, quelques randoris, mais surtout, je fais pas avec Teddy. Tu vois, ça fait plusieurs années que j'ai arrêté, j'ai même pas d'assurance. Enfin, tu vois, c'est pas le délire, quoi. Ouais, faudrait pas qu'il te casse le bras et que... Bref. Ouais, j'imagine. Je fais mes quelques combats et tout ça, je me rends compte à mon grand étonnement que j'avais encore la pêche, tu vois, Ouais, à 34-35 ans. Et là, au dernier combat, Teddy vient se mettre à côté de moi et il se met à hurler « Donnez-moi Hugonnier, donnez-moi Hugonnier !» Et je regarde, j'ai Teddy, arrête, tu rigoles, je suis pas prêt, c'est Ouais, fini ouais. pour moi. Il me calcule pas, il hurlait sur le tapis « Donnez-moi Hugonnier, donnez-moi !» Bon, tu peux pas refuser, tu vois, Ouais, donc je dis bah ok, vas-y, on y va. On démarre le combat et là je vois tout de suite dans son déplacement qu'il a un défaut. En fait les judokas comprendront, mais il croise les jambes. En se déplaçant latéralement, il croise les jambes. Et moi je balayais très bien. Donc j'ai vu tout de suite l'ouverture. Bon, je me suis dit, je suis sûr que je vais lui mettre. Mais l'idée, tu sais, ça c'est vraiment la tactique du vieux briscard, c'est que je vais pas lui mettre en début de combat. Ouais. Parce que derrière, faut tenir, tu vois. Ouais, c'est sûr. Donc, Parce que si tu en mets une belle tout de suite, ah et qu'après il t'en met une là, derrière, ouais, derrière, c'est dur. Tu vois. ouais, c'est clair, c'est clair. Du coup, en fait, tout le monde s'arrête de combattre et tout le monde regarde notre combat. Ah ouais. Et il y avait un gars qui était là avec le chrono et je lui avais dit annonce-nous toutes les 30 secondes. Donc on combat avec Teddy, je truque un petit peu, tu vois, pour essayer de pas trop me mettre en danger. Je te parle de ça, c'était en 2012, donc il était encore très jeune, mais il était déjà 3-4 fois champion du monde. Ah tu ouais, vois. d'accord. Ouais, c'était déjà un beau C'était palmarès déjà pour lui. Un super champion, Ouais, tu évidemment. m'étonnes. Et le temps passe, tu vois, 3 minutes 30, 3 minutes, 2:30, 2 minutes. Puis je regardais à chaque fois combien. Et là, il annonce 30 secondes et je me suis dit, c'est maintenant qu'il faut la mettre, la cartouche. Ah ouais. Donc je crée mon piège, tu vois, je commence à partir en déplacement avec lui sur le côté. Et là, je lui mets un balayage et il prend une gamelle. Ah ouais. Un truc Ah dis de donc, malade. ah ouais. Et Teddy tombe jamais à l'entraînement, tu vois. Ouais. Donc tout le monde scotché. Ah oui.
le combat se termine et tout ça, et du coup, alors t'es dit, t'es mauvais, tu vois. Ouais, j'imagine que là, Bon, bref. se prendre un balayage comme ça sur la fin, oui. Et alors, pour la petite histoire, c'est assez rigolo parce que quelques semaines après, il y a les championnats du monde à Paris-Bercy. Ouais. Teddy combat. Il fait sa finale contre un Allemand, je crois. Il met Hippon, il gagne, il fait champion du monde. Hippon, c'est pour les... Hippon, c'est comme le chaos. Si tu veux. Ok, d'accord. Ouais, ça met fin au combat. Il sort du tatami. ouais. T'as toutes les caméras. Moi, j'étais au bord du tatami avec mes copains entraîneurs nationaux. Il sort du tatami avec tous les journalistes, les caméras, tout ça derrière lui. Il tape dans la main de tout le monde et il passe devant moi. Il me tape dans la main et le premier truc qu'il me dit, je veux ma revanche. T'imagines le gars. Ah ouais. Ça fait 30 secondes qu'il est champion du monde. Ah ouais. Et tellement dans sa tête, c'est un combattant. C'est un compétiteur. C'est un vrai champion. Il s'est dit, je suis tombé contre lui. Malgré qu'il soit champion du monde depuis 30 secondes, dans sa tête, c'est sa petite. Ah ouais, d'accord. Toi, je veux ma revanche. Et, ah ouais, exceptionnel. Et du coup, voilà, donc ça, en fait, si tu veux, ça a créé une relation de respect mutuel. Bien sûr. Et puis après, en sympathisant, il m'a dit qu'il voulait placer un peu d'argent dans des sociétés. Moi, j'avais à ce moment-là besoin justement de faire de trésor, ouais, de faire une augmentation de capital pour mieux développer la boîte. Bien sûr. Et du coup, on s'est associé en 2013 et l'association a duré 2 ans. Alors pour revenir, si tu veux, dans le cheminement, donc on monte la boîte en 2003-2004 avec mes 4 copains judokas, qui eux-mêmes vont se retirer l'année d'après de cette société, puisque eux-mêmes avaient déjà des très grosses boîtes de leur côté. D'accord. Et ils ont voulu se concentrer sur le développement de leur activité. Donc je me retrouve seul à partir de 2005 dans ma société. La société se développe bien. 2006, je pars au Maroc. Et puis l'activité tournait bien. Et à partir de 2011, donc nous on était vraiment spécialisés sur le matériel arts martiaux sport combat. D'accord. Avec un site qui s'appelait Tatami Store, qui existe encore aujourd'hui, qu'on a revendu il y a quelques années. Et en parallèle, à partir de 2011, j'ai développé une autre activité, toujours dans les revêtements de sol, mais pas sportifs cette fois, les sols pour enfants. Tu vois ce que c'est, les tapis puzzle pour enfants? Ouais, bien sûr. Voilà, ouais, bien sûr. Tout le monde ouais, en a, je vois tout à fait, ouais, voilà. bien sûr. Et fin 2010, en fait, il y a eu un retrait du marché de tous les tapis puzzle, partout en France et en Belgique, parce qu'il y avait un composant toxique dedans. Ok. Donc tous les tapis ont été retirés du marché en 24 heures. Waouh. Oh ouais. Ouais, donc c'était assez violent pour beaucoup de monde là. Ouais, d'accord. Ok. Et moi, comme l'activité pour les revêtements de sol sportifs fonctionnait bien, je me suis dit tiens, il y a une opportunité à saisir. Donc je suis parti en Asie et j'ai fait le tour des usines, des salons, des choses comme ça pour essayer de trouver un fournisseur qui pouvait proposer un produit conforme. Et je l'ai trouvé. Et du coup, j'étais le premier importateur à remettre les tapis puzzle dans les rayons français. Ah ouais. Avec un mode de fonctionnement qui était un petit peu différent, puisque là mes clients c'était la grande distribution, c'est-à-dire Carrefour, Leclerc, la Grande Récré, Jouet Club, etc. Ah ouais. Et là on vendait plus le produit unitaire, on vendait par container directement en Asie. Donc nous on concevait les gammes, on les faisait produire et nos clients les récupéraient dans un container tout prêt à être embarqué en Asie directement. Donc là jusqu'en 2015, j'ai vendu Tatami Store à un concurrent. Donc Tatami Store, c'était la partie revêtement de sol sportif, pour me consacrer que sur les tapis pour enfants. Je suis parti m'installer à Hong Kong à partir de 2016. Pourquoi Hong Kong? C'est qu'en fait, donc moi, les produits que je vendais, c'était dans les rayons des jouets, tu vois. Et tous les acheteurs de jouets du monde entier vont à Hong Kong pour acheter leur collection. Et si tu veux, le fait de m'installer là-bas, ça m'a permis de passer de 1 à 12 pays en 2 ans. Waouh, d'accord, ok. Ah ouais, c'est plus la même. À partir de 2017, on est rentré en France et je suis retourné à Lyon, ville que j'avais quittée à l'âge de 19 ans. D'accord. Je suis retourné m'installer à Lyon et j'ai revendu donc cette deuxième société en 2018. Tatamise, je l'ai revendu à un groupe lyonnais. Ok. Ce qui m'a permis de monter ma société actuelle en février 2018 qui s'appelle Mosaïque Création, qui est toujours dans les revêtements de sol, mais plutôt spécialisée dans les sols professionnels,
Donc aujourd'hui, en fait, on voit le fil rouge de toutes les gammes qu'on vend, c'est des dalles clipsables. Et donc l'activité, ouais, depuis 2018, donc on rentre dans la 7e année. Et l'activité tourne bien, on se développe bien, je suis content. Ce qu'on gagne nous permet d'investir dans la R&D. Donc on est en train de la R&D, recherche et développement. Recherche et pour que les gens développement, puissent voilà. comprendre. Ok. Et on est en train de développer, on planche depuis 4 ans sur un produit qui arrive maintenant en mode de pré-production. On a reçu les prototypes finaux qu'on a validés. Que tu m'as fait voir du coup la semaine dernière. Que je t'ai fait voir, je peux pas trop en parler. Non, non, parce que, mais en tout cas, ça va être une vraie révolution, je pense. Ouais, c'est un gros truc. C'est Ah, un gros truc. Et puis, si tu veux, ça fait ma première boîte, je l'ai montée il y a 20 ans, j'ai toujours été dans les sols. Et là, je synthétise finalement 20 ans d'expérience pour arriver à ce développement de produit où aujourd'hui, on sait faire. Tu vois, on sait faire un bon produit, on sait le marketer, on sait le commercialiser. Donc, il y a un gros truc qui se présente devant nous. Lionel, du coup, j'ai une petite question. Là, tu me disais que du coup, à 19 ans, tu étais à Paris, parce que du coup, tu faisais ton sport à Paris, à l'INSEP. Ouais. Après, donc, tu as monté ta société sur tes 25 ans, tu étais parti au Maroc. Ouais. Du Maroc, tu étais revenu à Paris. De Paris, tu es parti à Hong Kong pour ta société. Mais tu as des enfants, toi? Ouais, j'ai 3 enfants, ouais. Et donc, du coup, à ce moment-là, les enfants, ils te suivent, parce que, en vrai, je trouve que tu fais beaucoup de pays, et donc alors, je trouve que c'est beau. Ouais, c'est beau, ouais, mais ouais. c'est une vraie logistique quand même de déménager, de faire plein de pays comme ça. Ouais, je comprends. Ouais, en fait, ça peut effrayer quand tu l'as jamais fait. Au final, quand tu te décides, tout ça c'est simple, quoi. Tu vois, c'est qu'un ensemble de simple, choses à oui, mettre en c'est simple, place, mais un déménagement, une expédition de tes affaires personnelles, mais non, moi j'aime bien en fait. Ça m'a enrichi l'expatriation. De voir d'autres cultures, de voir, et puis surtout des choses très différentes. Le Maroc, c'est quand même très différent parce que t'es quand même si tu es au nord de l'Afrique, tu es quand même en Afrique. Tu vois, c'est une culture un petit peu différente, c'est un mode, un climat, tout ça. Un mode de vie différent. Une gastronomie, t'es vraiment quand même ailleurs. Donc c'est quand même déjà très dépaysant, même si ça parle français. Et Hong Kong, c'est encore pire en fait. C'est que là, ça parle même pas français, t'es carrément à l'autre bout du monde. C'est la culture asiatique. Donc là, pour le coup, il y a plus rien de francophone. Combien de décalage horaire en Hong Kong, France? 6 heures. 6 heures, ah ouais. 6 heures, ouais. Oui, parce qu'il faut le prendre en considération aussi quand... Bon, après, si t'as moins d'attaches en France, à ce moment-là, ça va. Mais si tu fais encore du business en France, quand t'es à Hong Kong, du coup, il faut le prendre en considération aussi quand tu pars, quoi. C'est vrai, c'est important. Mais ça se gère. 6 heures, ça va, ça se gère. Oui. Ouais, est-ce que tu peux m'expliquer, en fait, est-ce qu'aujourd'hui, le judo, qu'est-ce que le judo t'a apporté aujourd'hui dans ton mode entrepreneurial, des valeurs ou... Ouais, bien sûr. Alors, le judo, en fait, je pense que c'est le sport en général qui t'amène quand même un état d'esprit. Un état d'esprit d'engagement, de pugnacité, de jamais rien lâcher. Et je pense que le sport de haut niveau t'apporte ça. Et je pense que les sports individuels t'amènent encore plus ça, si tu veux. Cette notion de responsabilisation. Et c'est vrai que le sport de haut niveau, et le judo en particulier, moi, ça m'a donné une mentalité de gagnant. De pas envisager la défaite, tu vois, de pas se démoraliser, de pas se décourager quand tu vois la somme d'efforts qu'il y a à produire pour arriver à un résultat. A fortiori pour le judo, qui est un sport où tu sais, t'as les différentes ceintures, donc ça t'apprend aussi la patience. Avant de devenir ceinture noire, avant d'être champion du monde, tu as une inertie quand même. Bien sûr. Il faut passer les différentes ceintures, il faut passer les différentes étapes. Et donc aujourd'hui dans le business, c'est vrai qu'on a appris à construire brique après brique un développement pour avoir une bonne structure. Ça m'a apporté également le souci du détail qui pour moi est essentiel. Tu vois la différence entre le bon combattant et le champion, ça va se jouer dans une succession de détails. T'as pas un gros truc à travailler pour devenir champion. Ça va être un ensemble de choses. Les détails, ça va être prendre en considération la nutrition, le sommeil, l'aspect psychologique, tu vois, toutes ces petites choses. Pas trop boire d'alcool. Non, l'alcool en fait c'était de temps en temps.
Ouais. Mais en plus, nous, on allait perdre de poids, tu vois, dans les sports de combat. Ah ouais. Donc, moi, quand j'avais une échéance importante, je sais pas, peut-être, je dirais 6 à 8 semaines avant, je prenais pas une goutte d'alcool, je Ah ouais. sortais pas. Donc, ouais, il y a toutes ces choses-là. Et puis, je vais te raconter une anecdote qui moi, m'a quand même fait changer d'état d'esprit. Ouais. C'est que le premier stage en équipe de France que j'ai fait, avant d'arriver à l'INSEP, j'étais encore junior. Et chaque été, il y avait un stage à Aix-en-Provence. Donc pendant 2 semaines, tu as les 100 meilleurs Français qui se retrouvent dans le CREPS, tu sais, le centre sportif de Aix-en-Provence. Ok, donc ça s'appelle le Krebs. C'est un CREPS. D'accord, voilà. ok, je connais pas. Et donc on s'entraîne pendant 2 semaines. Donc Ouais. c'est préparation physique et combat intensif. Donc moi j'avais 18-19 ans, donc j'étais pas habitué aux grosses doses de travail, puis surtout avec cette opposition là, tu Bien vois, sûr. qui était très importante. Et je fais mes 2-3 premiers jours comme ça, donc c'était vraiment très très dur, tu vois, je me faisais massacrer sur chaque combat. C'était extrêmement Ah ouais. difficile physiquement, psychologiquement. Et au bout du 3e jour, la spécificité du stage d'Aix, c'est qu'il y avait ce qu'on appelait le footing montagne. C'est-à-dire que tu as une colline à Aix-en-Provence et on savait que au cours du stage, il y avait ce footing et qu'on faisait en plus à 17h. Donc tu vois, Ouais. Aix-en-Provence, 17h, le soleil qui tape sur la garrigue Ah tout ouais. l'après-midi. Ouais, là t'es content du voyage là. Et là, donc on se retrouve en bas sur la place principale du Krebs. Ouais. Et là, les entraîneurs nous disent, bon allez les gars, hop, vous voyez la montagne là-haut, on se retrouve là-haut dans 1 heure. Au nom de Dieu. Oui. Et moi, effectivement, j'avais des courbatures de partout, je pouvais plus bouger. Et moi, je dis, non, moi je peux plus bouger, je peux pas courir, c'est pas possible. Ah ouais. Et autour de moi, tous les mecs baissent la tête et ils commencent à partir en trottinant. Et moi, je dis, non, c'est pas possible, non. Et puis tu sais, je regarde à droite, à gauche, personne me calcule, Personne. Ah tout ouais. le monde commence à courir. Tout le monde part. Et bah du coup, je baisse la tête et je me mets à courir. Et 1 heure après, je suis en haut. Ah ouais. Et là, Comme quoi. Et comme quoi, tu vois. Et je regarde en bas, je vois le Krebs comme ça, que je voyais comme un confetti. Et je me dis, mais il y a 1 heure, je pensais que j'étais incapable de faire ça. Et là, j'ai pris vraiment une leçon de vie. C'est-à-dire qu'en gros, je pense qu'on a un petit peu tendance à se dévaloriser. Et je crois qu'on ne prend pas conscience en fait du potentiel qu'on a et des capacités qu'on a. Ouais, et puis en plus le corps humain il peut endurer beaucoup de choses, donc du coup on peut... C'est spectaculaire, ouais, ce qu'on est capable ouais. d'endurer. Et tu vois, cet état d'esprit, ça m'a servi forcément dans mon activité professionnelle. Et quand je vois autour de moi tous mes copains du judo qui ont monté des boîtes, je vois qu'il y a cette chose-là, cette qualité-là qui est présente chez tout le monde. Ouais, Quelle que bien soit sûr. l'activité, il y a cet persévérance, engagement, la l'engagement, persévérance, la volonté, l'ambition. Et La résilience quoi. la résilience, ouais, D'accord. pour résumer. Il y a une petite musique que tu aimais bien quand tu prenais le car, je crois qu'on en avait discuté en tout cas. Quand tu rentrais, quand tu étais à l'INSEP, c'est ça? Ouais, je dis c'est pas de ça, bêtises. c'est ça. Bah, tu m'as demandé de choisir un morceau et, Voilà. et moi j'écoute beaucoup de musique, donc c'était difficile. Donc je me suis dit, bon, finalement je vais te choisir un morceau symbolique. Et quand tu es arrivé donc, au bataillon de Joinville en 93 à l'armée, donc comme je te disais, c'était à Fontainebleau, donc tu avais le bus qui nous amenait et qui nous ramenait. Donc Ouais. on partait le matin, on repartait le soir. Tu avais 1 heure de bus. Le matin, quand on partait dans le bus, tu vois, ça chamaillait, ça chambrait, Ouais, tout ça. bien sûr. Le soir, après 3 heures de combat, C'est bon, il n'y avait pas un bruit. Il n'y a plus personne. Donc là, c'était le casque, la musique et tout ça. Et à l'époque, j'ai fait 1 an avec, il n'y avait pas de DVD, c'était les cassettes. Et Recto, c'était l'album de Dr. Dre, The Chronic. Et le Verso, c'était l'album de Snoop Dogg, Doggy Style. Ok. Et j'ai passé 1 an à écouter non-stop Les 2 albums. la même musique. Voilà. Ok. Nothing but a J-Funk. Donc ça Les c'était la puristes comprendront. Ça c'était la musique du coup que t'écoutais quand tu rentrais le soir du coup. C'est ça. Dans le ouais. car. Ouais. Elle m'a accompagné pendant 1 an. Ah bah oui, je connais, bien sûr, ouais. Ouais, c'était pas ma génération, mais bon, moi, voilà, je connaissais bien, c'était un peu Tupac et tout, quoi. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que j'aimais ça. Voilà, ça c'est du Snoop Dogg, premier album. ouais.
Là, c'est un peu plus calme. Hein. Ouais. En fait, ce que j'ai aimé, c'est que si j'ai autant écouté ces deux albums, c'est que j'écoutais déjà beaucoup de rap depuis Ok. très jeune. Et ces deux albums pour moi ont révolutionné le rap. C'est-à-dire qu'avant c'était vachement mécanique le rap, c'est très Ouais, bien sûr. hypnotique et avec très peu de refrains, très peu de mélodies. Et là ces deux albums qui sont sortis coup sur coup, c'est la première fois que tu avais de la musique, Bien sûr. de la mélodie, des refrains. Et moi j'ai adoré. Quoi. Ouais. Et donc du coup, pour finir, Lionel, il me semble également que tu faisais que tu fais du dessin. D'ailleurs des tableaux, des beaux tableaux. Ouais. Hein, c'est Ouais, ça, je dis pas de ouais, bêtises. c'est ça, ouais. Ben, en fait, en fait j'ai deux passions, ouais. C'est le judo et le dessin. Depuis tout gamin, je dessinais sans arrêt. D'accord. Et j'ai fait en fait, quand je te disais que je voulais pas faire sport-études, j'ai voulu choisir volontairement une filière à partir de la seconde, D'accord. qui était en fait maquettisme design. Et donc, seconde, première, terminale, c'était un brevet technicien. Je crois que ça n'existe plus aujourd'hui, mais c'était un équivalent du bac, ouais. mais sur lequel tu avais une grosse partie spécifique. Ok. Donc, j'avais les matières communes, type français, maths, tout ça. Mais j'avais en plus 20 heures par semaine consacrées à l'art, au D'accord. design et au graphisme. Donc, j'ai fait 3 ans, j'ai eu mon brevet technicien. Après, j'ai fait 2 ans de communication visuelle en BTS. Et c'est à l'issue, donc à l'obtention de mon diplôme du BTS à 19 ans que là je suis parti à l'armée. D'accord. Et effectivement, j'ai toujours tout le temps beaucoup dessiné, j'ai fait beaucoup de peinture aussi. Et j'ai fait quelques expositions au Maroc et à Paris, et à Lyon, pardon. D'accord. Mais là j'ai laissé de côté depuis quelques années. Là. Bon, en tout cas, c'est des beaux tableaux. Moi, j'ai eu l'occasion de les voir quand on était passé à ton bureau. Et du coup, je vais mettre sur la vidéo une ou deux représentations de tes tableaux. Ouais. Je trouvais que c'était quand même chouette. Ok. Mais Merci. Bah, écoute, avec plaisir. Ok, d'accord. Donc, exposition en tout cas au Maroc et en France. Ouais, c'est ça, ouais. Mais donc, ça fait beaucoup de choses quand même. Hein. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ouais, ça fait une vie remplie. Ouais. Ça fait une vie bien remplie. Ouais. Effectivement. Ouais. Quand on me dit que le temps passe vite, moi je trouve pas en fait. Mais et pourtant, quand on fait beaucoup de choses, on a l'impression souvent que le temps passe plus vite. Ben je sais pas. Non en fait j'ai des jalons, j'ai pas mal de jalons au cours de ma vie et entre tu vois les différents endroits géographiquement où j'ai vécu, puis les différentes séquences de vie que j'ai pu avoir. Et je trouve que non, pour moi ça passe pas vite. Ok, ça écoute, suit son comme rythme. quoi. Mais, je pense que En plus, tu as eu différentes vies, quoi. J'ai on eu peut dire, c'est différentes vrai. vies, ouais, et puis j'ai encore des belles choses devant moi, tu vois. Même à 52 balais, aujourd'hui, je rêve encore d'être champion du monde avec mon nouveau produit. Ah bah, c'est tout ce qu'on te souhaite en tout cas. Alors, je serai peut-être pas champion du monde, mais en tout cas, l'état d'esprit, c'est le même. Ah bah, je suis bien d'accord avec toi. Pour les médailles, tu m'as apporté tes médailles d'or. Alors du coup, comme... J'ai dû chercher loin. Hein. Ouais. Elles étaient au sous-sol chez mes Ah parents. oui. Ouais. C'était même pas sur la cheminée. Non, je suis pas très fétichiste, tu vois, ouais. ce genre de truc. Bon. Je les garde au cas où pour mes enfants, parce que tu sais qu'ils me prennent pas pour un mytho. Qu'ils les voient quand même s'ils me demandent. Mais... Ah bah oui. Oui, c'est quand même important quand même. Et j'ai appris quelque chose, c'est que... Alors, je pense pas que je suis le seul à penser ça, mais que les médailles d'or, je pensais que c'était en plaqué or, mais en fait non, c'est pas du tout le cas. Mais en fait, tu m'as dit doré, ça, quoi. Je t'ai dit non, mais j'ai jamais vérifié. T'as jamais vérifié? Ouais, bah. Bah, il y a un comptoir d'or là à côté. Viens, Ouais, on va aller les faire estimer. Merci en tout cas de nous avoir accompagnés pendant une petite heure en voiture. Bah, merci Et à nous toi. avoir expliqué. Donc ça Merci fait à vraiment toi, plaisir. merci pour ton accueil. Eh ben, C'était écoute, cool. C'est avec grand On a plaisir. renversé personne, donc, Non, donc ça va. non, j'essaie de faire attention un petit peu. Je suis un peu tête en l'air normalement, mais là j'ai essayé quand même d'être Non, mais t'as attentif. géré quand même. Voilà. T'as géré parce que fallait quand même mener le fil de l'interview Bah ouais, tout ouais. en conduisant. Tout en conduisant. Et je trouvais que tu avais une vie qui était très remplie. Il y avait beaucoup de choses. Et je trouvais que c'était cool qu'on puisse en tout cas en discuter. Eh ben, c'est gentil. With so much drama in the LBC, it's kinda hard being Snoop D-O Double G. But I somehow, some way, keep coming up with funky ass shit like every single day.